Imagine un instant que tu es dans une pièce avec quelqu'un que tu aimes profondément, quelqu'un à qui tu tiens vraiment. Et dans cette pièce, sans même t'en rendre compte, tu commences à te comporter différemment. Tu réponds moins, tu expliques moins, tu fais moins d'efforts pour maintenir la conversation, pas parce que tu t'en fiches, pas parce que l'autre ne compte pas, mais parce que quelque chose en toi, quelque chose de très profond a décidé que cette personne serait là, quoi qu'il arrive, qu'elle resterait, qu'elle comprendrait. Que tu n'avais plus besoin de te montrer sous ton meilleur jour. C'est une sensation très humaine, cette sensation-là. Et pourtant, elle contient quelque chose de dangereux. Quelque chose que nous n'examinons pas assez souvent. Parce que ce comportement, cette façon d'agir comme si l'autre était acquis, comme si sa présence était garantie, comme si son amour ou son amitié ne nécessitait plus d'être entretenu, ce comportement dit quelque chose. Sur nous, Quelque chose d'important, quelque chose que nous avons besoin d'entendre, même si cela peut être un peu inconfortable à recevoir. Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble ce territoire. Ce territoire des erreurs que nous commettons quand nous prenons les autres pour acquis. Ces erreurs qui, au fond, révèlent qui nous sommes vraiment. Pas pour nous choucher, pas pour nous accabler, mais pour nous comprendre mieux. Parce que se comprendre soi-même, c'est toujours le premier pas vers quelque chose de plus beau. Je m'appelle Christophe André et depuis de nombreuses années, j'accompagne des hommes et des femmes dans leur chemin intérieur. J'ai été psychiatre, j'ai écrit sur les émotions, sur la confiance en soi, sur la pleine conscience. Et l'une des choses qui revient le plus souvent dans mon travail, dans les consultations, dans les témoignages, dans les lettres que je reçois, c'est cette douleur particulière. La douleur de quelqu'un qui s'est senti pris pour acquis, ou la surprise douloureuse de quelqu'un qui réalise qu'il a lui-même pris quelqu'un pour acquis sans s'en rendre compte. Ces deux expériences sont liées. Elles font partie de la même réalité humaine et c'est cette réalité que je voudrais explorer avec toi aujourd'hui. Pendant cette heure que nous allons partager ensemble, je t'invite à t'installer confortablement, à respirer, à être pleinement là, parce que ce que nous allons traverser ensemble mérite toute ton attention et toute ta bienveillance envers toi-même. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que cela signifie au fond de prendre quelqu'un pour acquis ? C'est une expression que nous utilisons souvent, mais que nous définissons rarement avec précision. Prendre quelqu'un pour acquis, c'est agir comme si sa présence dans notre vie était une donnée fixe, immuable, permanente. C'est cesser de voir la personne telle qu'elle est vraiment, avec ses besoins, ses fragilités, ses attentes, ses propres désirs d'être reconnue et valorisée. C'est la traiter comme un meuble dans notre maison, toujours là, toujours utile, mais qu'on ne remarque vraiment que le jour où il disparaît. Et tu sais, ce n'est pas une question de mauvaise volonté, ce n'est presque jamais intentionnel. Les gens qui prennent les autres pour acquis ne se réveillent pas le matin de se disant « Aujourd'hui, je vais ignorer les besoins de ceux qui m'aiment ». Non, cela se fait progressivement, silencieusement. Comme l'eau qui s'évaporait d'un vase, tu ne vois pas le niveau baisser. Et puis un jour, le vase est vide. Ce processus progressif est l'une des choses les plus insidieuses dans les relations humaines. Parce qu'il s'est nourri précisément de ce qui devrait être une bonne chose, la familiarité, la confiance, la sécurité, ces éléments qui font qu'une relation devient vraiment intime. Mais quelque chose peut se passer dans cette intimité, quelque chose qui ressemble à un relâchement. Et ce relâchement, s'il n'est pas conscient, peut devenir une forme de négligence. Je pense à une femme que j'ai accompagnée il y a quelques années, je vais l'appeler Marguerite. Marguerite était dans une relation depuis 15 ans, une relation stable, sans conflit majeur, sans drame. Et pourtant, elle était venue me consulter parce qu'elle ressentait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer, une sorte de vide, un sentiment de ne plus exister vraiment aux yeux de son partenaire. Quand je lui ai demandé de me donner des exemples concrets, elle a réfléchi longuement et puis elle m'a dit « Il ne me demande plus comment je vais, pas vraiment ». Il me demande si le dîner est prêt. Il me demande où sont ses clés, mais il ne me regarde plus dans les yeux pour savoir comment je vais moi. Cette phrase m'a beaucoup touché parce qu'elle illustre parfaitement ce dont nous parlons. Ce n'est pas que son partenaire était cruel, ce n'est pas qu'il ne l'aimait pas, c'est qu'il avait cessé de la voir, il avait cessé de s'interroger sur elle. Il avait pris pour acquis non seulement sa présence, mais aussi son bien-être, sa satisfaction, son bonheur. Et voilà la première erreur dont je voudrais te parler. La première erreur qui te fait paraître acquis aux yeux de l'autre ou qui te fait paraître quelqu'un qui prend les autres pour acquis, c'est l'arrêt de la curiosité. La curiosité est le moteur des débuts de toute relation. Quand on rencontre quelqu'un, on veut tout savoir, on pose des questions, on écoute avec attention. On est fasciné par les moindres détails de sa vie, de ses pensées, de ses rêves. Et puis avec le temps, on croit connaître l'autre, on pense qu'on a fait le tour, qu'on sait. Et c'est là que la curiosité s'éteint.
Mais voici ce que je voudrais te dire avec beaucoup de conviction. On ne finit jamais de connaître quelqu'un. Les êtres humains sont des univers en perpétuel mouvement. La personne que tu connais aujourd'hui n'est pas exactement la même qu'il y a 5 ans. Ses peurs ont changé, ses désirs ont évolué, ses blessures se sont transformées. Et si tu as arrêté de lui poser des questions, si tu as arrêté d'être curieux de qui elle est maintenant, tu es en train de vivre avec une image figée d'elle, une image du passé, pas avec la personne réelle. C'est une forme de paresse affective et je dis cela sans rougement parce que nous en sommes tous capables. La paresse affective, c'est quand on cesse de faire l'effort d'aller vers l'autre, quand on se contente de ce qu'on croit déjà savoir, quand on répond avant même que l'autre ait fini sa phrase parce qu'on est convaincu de savoir ce qu'il va dire. Cette paresse révèle quelque chose sur nous. Elle révèle souvent que nous avons confondu la sécurité avec l'immobilité, que nous avons cru que parce qu'une relation était stable, elle n'avait plus besoin d'être nourrie. Mais une relation, c'est comme un jardin. Si tu arrêtes de l'arroser parce qu'il fait beau, tu ne remarques pas tout de suite les dégâts. Et puis un jour, les plaintes sont desséchées. Alors je t'invite à te poser une question simple mais puissante. Quand as-tu posé une vraie question à quelqu'un que tu aimes pour la dernière fois? Une question ouverte, sincère, sans agenda, pas pour obtenir une information pratique, mais juste pour savoir comment il ou elle se sent vraiment, profondément. Si la réponse te surprend, si tu réalises que cela fait longtemps, alors tu as déjà fait un premier pas important. Parce que reconnaître, c'est déjà commencer à changer. La deuxième erreur dont je voudrais te parler est liée à la première, mais elle a sa propre texture. C'est l'erreur de l'ingratitude silencieuse. Nous avons tendance, en tant qu'être humain, à remarquer beaucoup plus facilement ce qui manque que ce qui est présent. C'est une tendance naturelle liée à notre biologie, à notre évolution. Notre cerveau est câblé pour détecter les menaces, les manques, les problèmes, et cette tendance qui nous a été utile pour survivre devient parfois un obstacle dans nos relations. Quand quelqu'un est toujours là pour nous, quand quelqu'un fait des choses pour nous de manière régulière et fiable, nous finissons par ne plus les voir. Ces actes deviennent invisibles, ils font partie du décor. Et nous ne les remercions plus, pas parce que nous ne sommes pas reconnaissants, mais parce que nous avons oublié de l'être de manière consciente et exprimée. Je me souviens d'une conversation avec un homme, je vais l'appeler Étienne, qui était venu me voir après une séparation douloureuse. Sa compagne l'avait quitté et il était dévasté. Il me disait « je ne comprends pas ». Je n'ai jamais été violent, je n'ai jamais trompé, je n'ai jamais menti. Pourquoi est-elle partie? Et en l'écoutant parler, j'ai commencé à comprendre, parce qu'Étienne n'avait jamais dit merci, pas vraiment. Sa compagne préparait les repas, elle organisait les vacances, elle pensait aux anniversaires de la famille, elle l'écoutait quand il était stressé et lui, il trouvait tout cela normal, naturel, évident. Il ne l'avait pas remerciée, il ne lui avait pas dit à quel point il appréciait ce qu'elle faisait, parce qu'il pensait que c'était implicite, qu'elle savait. Mais voici quelque chose d'essentiel que j'ai appris au fil des années, ce qui est implicite pour toi n'est pas nécessairement ressenti par l'autre. La gratitude non exprimée est une gratitude qui n'existe pas dans la relation. Elle existe peut-être dans ta tête, mais dans l'espace entre vous deux, elle est absente. Et l'absence de gratitude exprimée crée quelque chose de très précis dans l'âme de celui qui donne sans être reconnu. Cela crée un sentiment d'invisibilité, un sentiment de ne compter pour rien. Et progressivement, ce sentiment s'accumule. Il s'accumule silencieusement comme une dette émotionnelle, jusqu'au jour où la personne décide qu'elle n'a plus envie de donner, qu'elle n'a plus l'énergie, qu'elle mérite mieux. Ce que révèle l'ingratitude silencieuse sur nous, c'est souvent une difficulté à être pleinement présent à ce que nous recevons. Une difficulté à ralentir suffisamment pour remarquer les gestes de l'autre. Parfois, c'est aussi une forme d'orgueil inconscient. Une conviction secrète que nous méritons d'être servis, d'être aimés, d'être soutenus sans avoir à le demander et sans avoir à remercier. Et je veux être doux avec toi sur ce point parce que ce n'est pas une question de mauvaise personne. C'est une question de conscience. Quand nous n'avons pas appris à exprimer la gratitude, quand nous avons grandi dans des environnements où les émotions n'étaient pas verbalisées, où les actes d'amour étaient silencieux, nous reproduisons ces schémas. Nous faisons ce que nous avons appris, mais nous pouvons apprendre autrement. Et c'est là toute la beauté du chemin intérieur. Si ce contenu t'aide à réfléchir sur tes relations et sur toi-même, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Cela m'aide beaucoup à continuer ce travail. Continuons. La troisième erreur est peut-être la plus subtile. Et je dis peut-être la plus subtile parce qu'elle se cachait souvent derrière quelque chose qui ressemble à de l'amour. C'est l'erreur de la présomption émotionnelle.
La présomption émotionnelle, c'est quand on suppose que l'on sait ce que l'autre ressent, ce dont il a besoin, c'est qu'il lui ferait du bien sans lui demander. C'est quand on dit « je le connais si bien que je n'ai pas besoin de lui demander, je sais déjà » et dans cette phrase, il y a quelque chose de touchant, il y a de l'amour, il y a de la familiarité. Mais il y a aussi quelque chose de problématique, parce que cette présomption ferme la porte à la vraie rencontre. Elle remplace la personne réelle par l'image que nous avons d'elle. Un moment où quelqu'un a essayé de t'aider à sa façon, sans te demander ce dont tu avais vraiment besoin. Peut-être que tu voulais être écouté et l'autre t'a donné des conseils. Peut-être que tu voulais de la solitude pour te ressourcer et l'autre t'a entouré de présence. Ces gestes partaient d'une bonne intention, mais ils passaient à côté de toi. Parce que l'autre avait présumé savoir ce dont tu avais besoin. La présomption émotionnelle, c'est une façon de ne pas vraiment voir l'autre, c'est une façon de projeter sur lui notre propre vision des choses. Et ce faisant, nous lui envoyons un message implicite, un message qu'il reçoit souvent sans pouvoir le formuler clairement. Tu n'as pas besoin de me dire ce que tu ressens, parce que je le sais déjà. Et ce message, aussi bien intentionné soit-il, peut être profondément aliénant. Ce que révèle la présomption émotionnelle sur nous, c'est souvent une peur de l'inconnu. Une peur de découvrir que l'autre est différent de ce qu'on croyait, une peur de devoir s'adapter, de devoir remettre en question nos certitudes. Parce que si l'autre est différent de l'image que j'ai de lui, alors je dois revoir tout ce que je croyais savoir. Et cela demande un effort, cela demande une forme de courage. Il y a aussi parfois une forme de contrôle dans la présomption émotionnelle. En décidant à l'avance ce que l'autre ressent et ce dont il a besoin, on garde une forme de maîtrise sur la relation. On évite la surprise. On évite la vulnérabilité de devoir demander, de devoir avouer qu'on ne sait pas, et pourtant c'est précisément dans cet espace d'incertitude, dans cette question posée avec humilité, que se trouve la vraie intimité. Quand tu demandes à quelqu'un de quoi as-tu besoin en ce moment, tu lui offres quelque chose de précieux. Tu lui offres l'espace pour être lui-même, pour te dire la vérité, pour être vu dans sa réalité et non dans ta projection de lui. Passons maintenant à la quatrième erreur, et celle-ci touche à quelque chose que nous faisons tous à un moment ou à un autre. C'est l'erreur de la disponibilité conditionnelle. La disponibilité conditionnelle, c'est quand nous sommes présents pour les autres seulement quand cela nous arrange. Quand nous avons du temps, de l'énergie, de la bonne humeur, et quand nous ne sommes pas disponibles, et quand nous sommes stressés, fatigués, préoccupés, nous nous retirons, nous nous fermons. Et nous attendons de l'autre qu'il comprenne, qu'il patiente, qu'il soit là quand nous revenons. Cela peut sembler raisonnable. Après tout, nous avons tous des hauts et des bas. Nous ne pouvons pas être parfaitement disponibles à une permanence, c'est vrai. Et je ne suis pas en train de dire que nous devons nous sacrifier ou nous épuiser pour les autres. Ce n'est pas du tout le message. Mais il y a une différence importante entre avoir des limites saines et être disponible de manière si conditionnelle que l'autre finit par ne plus savoir à quelle version de toi il va avoir affaire. Il finit par marcher sur des œufs, par ne pas oser demander, par ne pas oser partager ses propres difficultés de peur de tomber sur un mauvais moment. Et progressivement, cette incertitude crée une distance. Parce que l'intimité a besoin de sécurité, elle a besoin de pouvoir compter sur l'autre, pas de manière absolue et parfaite, mais de manière suffisante pour que l'autre se sente en sécurité pour être vulnérable. Je pense à un jeune homme que j'appellerais Théo. Théo avait un ami très proche depuis l'enfance. Mais au fil des années, Théo était devenu de plus en plus absorbé par son travail, ses ambitions, ses propres préoccupations. Il répondait aux messages de son ami quand il avait le temps. Il annulait les rendez-vous quand quelque chose de plus urgent se présentait et il se disait que son ami comprenait, que c'était comme ça entre eux, que leur amitié était solide. Jusqu'au jour où son ami a traversé une période très difficile. Et Théo n'a pas été là, pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il n'avait pas cultivé l'habitude d'être là. Il n'avait pas maintenu ce lien de présence régulière, et son ami, dans sa douleur, s'est tourné vers d'autres personnes, vers ceux qui avaient été là régulièrement, même pour des petites choses. Ce que révèle la disponibilité conditionnelle sur nous, c'est souvent une hiérarchie implicite. Une hiérarchie dans laquelle nos propres besoins, nos propres projets, notre propre confort sont systématiquement placés avant les besoins des autres. Ce n'est pas toujours conscient. Mais c'est ce que nos comportements communiquent. Et il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Les relations ne se maintiennent pas toutes seules pendant les longues périodes d'absence ou d'inattention. Elles ont besoin d'être alimentées régulièrement, pas nécessairement de manière intense ou dramatique, mais régulièrement. Un message, un appel, une présence simple mais constante. Parce que c'est dans la régularité que l'autre sent qu'il compte, pas dans les grandes déclarations ponctuelles, pas dans les gestes spectaculaires lors des grandes occasions.
mais dans la constance quotidienne de ton attention. Si tu es en train d'écouter ceci et que quelqu'un te vient à l'esprit, quelqu'un à qui tu n'as pas donné de signe de vie depuis trop longtemps, peut-être que c'est le moment de faire ce geste simple, envoyer un message. C'est un appel. Dirais, je pensais à toi, si ce contenu résonne avec toi, pense à t'abonner et à laisser un like. Cela m'aide à continuer à partager ces réflexions avec le plus grand nombre. Abordons maintenant quelque chose de plus profond encore, quelque chose qui touche à notre façon de nous percevoir nous-mêmes dans nos relations. C'est ce que j'appelle l'illusion de l'irremplacement. L'illusion de l'irremplacement, c'est cette croyance inconsciente que nous sommes tellement important pour l'autre, tellement indispensable à sa vie qu'il ne pourrait pas partir, qu'il ne pourrait pas nous quitter, qu'il n'aurait nulle part où elle est, qu'il n'aurait personne d'autre. Cette croyance est souvent totalement inconsciente. Personne ne se dit explicitement « je suis irremplaçable ». Mais elle se manifeste dans des comportements, dans le fait de ne pas faire d'efforts, de ne pas prendre soin de la relation, de ne pas s'interroger sur ce que l'autre vit, parce que quelque part on est convaincu que l'autre sera là quoi qu'il arrive. Et cette illusion est particulièrement dangereuse parce qu'elle nous protège d'une peur très profonde. La peur d'être abandonné, la peur de perdre l'autre. En nous convainquant que l'autre ne peut pas partir, nous évitons de ressentir la vulnérabilité de l'amour, la vulnérabilité de tenir à quelqu'un qui est libre de partir. Parce que voici la vérité que nous préférons souvent ne pas regarder en face. Les personnes que nous aimons sont libres, elles ont le choix. Chaque jour, elles choisissent d'être avec nous et ce choix n'est pas garanti. Ils se renouvellent en fonction de ce que la relation leur apporte, en fonction de comment elles se sentent à nos côtés. Je ne dis pas cela pour créer de l'anxiété. Je ne dis pas cela pour que tu vives dans la peur permanente de perdre les autres. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de retrouver une conscience de la valeur de ce que tu as, une conscience qui te pousse à prendre soin, à t'engager, à être présent. Parce que quand on est vraiment conscient de la fragilité et de la préciosité de ce qu'on a, on le traite différemment. On le regarde avec plus de tendresse, on ne le tient pas pour acquis. Il y a une belle phrase que j'aime beaucoup et dont l'origine est incertaine, mais dont le sens est profondément vrai. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. Et je l'adapte ici, ce n'est pas parce que les relations se terminent qu'elles étaient fragiles. C'est souvent parce que nous les avons traitées comme si elles étaient indestructibles et qu'elles se sont fragilisées. Prenons un moment pour parler de quelque chose qui est lié à tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, quelque chose qui concerne notre rapport à l'effort dans les relations. Nous vivons dans une culture qui valorise énormément l'effort dans certains domaines. Le travail, le sport, l'apprentissage. Nous acceptons l'idée qu'il faut travailler dur pour réussir professionnellement. Que les résultats ne viennent pas sans effort, mais dans le domaine des relations, nous avons souvent une croyance très différente. Nous croyons que si une relation est vraie, elle devrait être facile. Que si nous devons faire des efforts, c'est que quelque chose ne va pas, que l'amour véritable devrait couler de source. Et cette croyance, aussi romantique soit-elle, est l'une des sources les plus importantes de la prise pour acquis. Parce que si nous croyons que les relations vraies ne demandent pas d'efforts, alors quand nous cessons de faire des efforts, nous ne voyons pas le problème. Nous nous disons que c'est normal, que c'est signe que c'est une vraie relation, mais la réalité est plus nuancée. Les vraies relations demandent de l'effort. Pas un effort pénible, forcé, qui ressemble à une corvée, mais un effort conscient, choisi, qui ressemble à de l'attention, à de la présence, à de la considération. L'effort dans une relation, c'est de se souvenir de ce qui est important pour l'autre. C'est de faire quelque chose de gentil sans raison particulière. C'est de dire « je t'aime » non pas parce que c'est l'anniversaire, mais parce que tu le penses vraiment en ce moment. C'est de poser une question sincère, c'est de s'excuser vraiment quand on a blessé l'autre. C'est de chercher à comprendre plutôt qu'à avoir raison. Ces petits efforts quotidiens sont les briques invisibles qui construisent une relation solide. Et leur absence progressive et silencieuse est ce qui creuse lentement la distance entre deux personnes. Je veux maintenant te parler d'une erreur qui est peut-être la plus douloureuse à reconnaître. Parce qu'elle touche à quelque chose que nous faisons souvent avec les meilleures intentions du monde. C'est l'erreur de la comparaison dévaluante. La comparaison dévaluante, c'est quand nous comparons ce que l'autre nous donne à ce que nous imaginons pouvoir recevoir ailleurs ou à ce que nous recevions dans une relation passée, ou à ce que nous voyons dans la vie des autres. Et dans cette comparaison, ce que nous avons perd de sa valeur. Ce que l'autre fait pour nous semble soudainement insuffisant. Cette erreur se manifeste souvent dans des phrases comme « mon ex était plus romantique »,« mes amis ont des partenaires qui font ceci ou cela ». Dans les films, les couples font des choses que nous ne faisons jamais.
Et dans ces comparaisons, nous oublions quelque chose d'essentiel. Nous oublions ce que nous avons vraiment. Nous oublions la valeur unique de la personne qui est là, devant nous, avec ses qualités propres, ses façons d'aimer qui sont peut-être différentes de ce que nous attendions, mais qui sont réelles. Et il y a quelque chose de profondément injuste dans la comparaison dévaluante. Parce que nous comparons la réalité de notre relation avec ses imperfections, ses moments ordinaires, ses difficultés, à une image idéalisée de ce que pourrait être une autre relation. Une image qui ne tient pas compte des imperfections que cette autre relation aurait aussi. Une image filtrée, idéalisée, qui n'est pas réelle. Ce que révèle la comparaison dévaluante sur nous, c'est souvent une difficulté à être dans le présent, une difficulté à accepter la réalité telle qu'elle est. Et parfois, c'est aussi un signe que nous ne nous sentons pas vraiment satisfaits de nous-mêmes. Parce que lorsque nous sommes en paix avec qui nous sommes, nous avons moins besoin que la relation soit parfaite. Nous pouvons apprécier ce qu'elle est vraiment. Si ce que tu entends aujourd'hui t'aide à mieux te comprendre et à mieux comprendre tes relations, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, nous construisons une communauté de personnes qui cherchent à grandir et à aimer mieux. Parlons maintenant de quelque chose que j'observe très souvent et qui est directement lié au thème de la prise pour acquis. C'est ce que j'appelle l'asymétrie de l'attention. L'asymétrie de l'attention, c'est quand dans une relation, une personne est beaucoup plus attentive aux besoins de l'autre que l'autre ne laisse à ses besoins. Et cette asymétrie, au début, peut sembler naturelle. L'un des deux est peut-être plus expressif, plus démonstratif, plus à l'écoute. Et l'autre reçoit cette attention sans nécessairement la rendre. Mais avec le temps, cette asymétrie crée quelque chose de très précis. Elle crée un déséquilibre qui épuise celui qui donne et qui déresponsabilise celui qui reçoit. Et celui qui reçoit, sans même s'en rendre compte, commence à prendre pour acquis l'attention de l'autre. Il commence à la considérer comme normale, comme due, et puis un jour, celui qui donnait s'arrête, soit parce qu'il est épuisé, soit parce qu'il a trouvé quelqu'un qui lui rende ce qu'il donnait. Et celui qui recevait se retrouve soudainement face à un vide qu'il ne comprend pas. Il dit « mais je n'ai rien fait de mal ». Et c'est vrai, il n'a peut-être pas fait quelque chose de délibérément mal, mais il a omis de faire quelque chose d'essentiel. Il a omis de réciprocité. La réciprocité est l'un des fondements les plus importants de toute relation saine. Ce n'est pas une réciprocité mathématique, comptable, où on mesure exactement ce que chacun donne. C'est une réciprocité dans l'intention, dans l'attention, dans le soin. Une réciprocité qui dit « je te vois ». Et tu me vois, et nous nous soucions mutuellement l'un de l'autre. Quand cette réciprocité est absente, la relation devient une transaction à sens unique, et les transactions à sens unique ne durent pas. Elles ne peuvent pas durer, parce que l'être humain a un besoin profond d'être vu en retour, de compter pour l'autre autant que l'autre compte pour lui. Je veux maintenant explorer quelque chose de plus intime encore. Quelque chose qui touche à la façon dont nous nous comportons dans les moments difficiles, parce que c'est souvent dans les moments difficiles que la prise pour acquis se révèle le plus clairement. Quand nous traversons des périodes de stress, d'anxiété, de pression professionnelle ou familiale, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes, et dans ce repli, nous devenons moins présents aux autres, moins attentifs, moins disponibles, et nous attendons implicitement que les autres le comprennent, que les autres s'adaptent, que les autres continuent de nous soutenir même quand nous ne les soutenons pas en retour. Et souvent, les personnes qui nous aiment le font. Elles s'adaptent, elles les soutiennent, elles patientent, parce qu'elles nous aiment, parce qu'elles comprennent que nous traversons quelque chose de difficile. Mais voici ce qui peut se passer avec le temps. Si ces périodes difficiles se multiplient, si le repli sur soi devient un mode de fonctionnement habituel, si l'autre est toujours en train d'atteindre que tu sois disponible, que tu sois prêt, que tu sois dans un meilleur état pour être vraiment là, alors l'autre finit par s'épuiser, finit par se sentir seul dans la relation. Finit par se demander s'il compte vraiment. Et ce que cela révèle sur nous, c'est parfois une difficulté à demander de l'aide directement. Plutôt que de dire « je traverse quelque chose de difficile, j'ai besoin de ton soutien, est-ce que tu peux être là pour moi ?» Nous nous fermons, nous attendons que l'autre devine. Et si l'autre ne devine pas, si l'autre ne sait pas comment nous aider parce que nous n'avons pas communiqué, nous lui en voulons. Nous le trouvons peu attentif, peu présent. Mais c'est nous qui n'avons pas communiqué. C'est nous qui avons attendu d'être devinés plutôt que de demander. La communication, dans les moments difficiles, est un acte de courage. C'est un acte de vulnérabilité. Et c'est aussi un acte de respect envers l'autre. Parce que quand tu communiques ce dont tu as besoin, tu lui donnes la possibilité d'être vraiment là pour toi. Tu lui offres la chance d'être le partenaire, l'ami, le proche que tu as besoin qu'il soit.
Prenons un moment pour respirer. Nous avons traversé beaucoup de terrain ensemble. Et je veux que tu saches que si certaines de ces réflexions t'ont touché, si tu t'es reconnu dans certains de ces comportements, ce n'est pas une raison de te juger sévèrement, au contraire. Le fait que tu sois là, en train d'écouter, en train de réfléchir à tout cela, c'est déjà un acte de courage. C'est déjà un pas vers quelque chose de plus conscient, de plus intentionnel, de plus beau dans tes relations. Continuons avec quelque chose d'important, quelque chose qui touche à la façon dont nous réagissons quand l'autre exprime ses besoins ou sa douleur. Il y a une erreur que nous commettons souvent et qui est particulièrement blessante pour l'autre, même si nous ne le faisons pas intentionnellement. C'est ce que j'appelle la minimisation émotionnelle. La minimisation émotionnelle, c'est quand l'autre nous dit quelque chose qui le touche, quelque chose qui lui fait mal, quelque chose qui l'inquiète et que notre réponse est de minimiser, de dire c'est pas si grave. Tu exagères, tu es trop sensible, tout le monde traverse ça. Ou encore, pense à ceux qui ont de vrais problèmes. Ces réponses, aussi bien intentionnées soient-elles, car souvent nous disons cela pour essayer de consoler, pour essayer de relativiser, pour essayer d'aider l'autre à voir les choses différemment, ces réponses envoient un message très clair à l'autre. Elles lui disent « ce que tu ressens n'est pas valide, tu n'as pas le droit de te sentir comme tu te sens » et ce message est profondément douloureux. Parce que quand quelqu'un partage quelque chose de vulnérable, il ne cherche pas nécessairement une solution. Il cherche à être entendu, à être reconnu dans ce qu'il vit, à sentir que l'autre est là avec lui dans ce moment difficile. La minimisation émotionnelle révèle souvent notre propre inconfort face aux émotions difficiles. Quand l'autre souffre, nous souffrons aussi. Et pour soulager cette souffrance, nous essayons de faire disparaître la sienne le plus vite possible. Nous essayons de la minimiser, de la relativiser, de la résoudre. Mais ce faisant, nous laissons l'autre seul dans sa douleur. La vraie présence, la vraie empathie, c'est de rester là, de ne pas fuir l'inconfort de la souffrance de l'autre, de dire simplement « je t'entends ». C'est difficile ce que tu traverses, je suis là. Ces mots simples ont un pouvoir immense. Ils ne résolvent pas le problème, mais ils font quelque chose de beaucoup plus important. Ils créent une connexion. Ils disaient à l'autre, tu n'es pas seul. Si ce contenu t'aide à réfléchir sur la façon dont tu es présent pour les autres et pour toi-même, je t'invite à laisser un like et à t'abonner. Cela m'encourage à continuer à partager ces réflexions avec toi. Nous approchons de la fin de notre exploration d'aujourd'hui, mais avant de conclure, je veux aborder encore quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui concerne notre propre rapport à nous-mêmes dans tout ce que nous avons évoqué, parce que la vérité est que nous ne pouvons pas vraiment donner ce que nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas être vraiment présents pour les autres si nous ne sommes pas présents pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas exprimer de la gratitude sincère si nous ne savons pas recevoir avec gratitude ce que la vie nous offre. Nous ne pouvons pas être curieux de l'autre si nous ne sommes pas curieux de nous-mêmes. Toutes les erreurs que nous avons explorées aujourd'hui, l'arrêt de la curiosité, l'ingratitude silencieuse, la présomption émotionnelle, la disponibilité conditionnelle, l'illusion de l'irremplacement, la comparaison dévaluante, l'asymétrie de l'attention, la minimisation émotionnelle, toutes ces erreurs ont quelque chose en commun. Elle parle d'un manque de conscience, d'un manque de présence, d'une façon de vivre nos relations en pilote automatique plutôt qu'en pleine conscience. Et ce manque de conscience dans nos relations est souvent le reflet d'un manque de conscience de nous-mêmes. Quand nous ne prenons pas le temps de nous interroger sur qui nous sommes, sur ce que nous ressentons, sur ce dont nous avons besoin, sur les peurs qui nous habitent, sur les schémas que nous répétons, alors nous vivons nos relations de manière automatique. Nous reproduisons ce que nous avons appris, nous répétons ce que nous avons toujours fait, sans nous demander si c'est vraiment ce que nous voulons faire. Le chemin vers des relations plus conscientes, plus vivantes, plus nourrissantes, passe nécessairement par un travail sur soi, pas un travail douloureux ou austère, mais un travail de curiosité bienveillante envers soi-même, un travail d'observation, de questionnement, de douceur, c'est demander pourquoi est-ce que je réagis comme ça ? Qu'est-ce que ce comportement dit de moi ? De quoi est-ce que j'ai peur dans cette relation ? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre sur moi-même pour être un meilleur partenaire, un meilleur ami, un meilleur proche ? Ces questions ne sont pas toujours confortables, mais elles sont transformatrices parce qu'elles nous donnent accès à quelque chose que rien d'autre ne peut nous donner, la liberté de choisir comment nous voulons être. Plutôt que de simplement réagir de manière automatique, nous pouvons commencer à répondre de manière consciente et choisie. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette idée. L'idée que nous pouvons changer, que nous ne sommes pas condamnés à répéter les mêmes erreurs indéfiniment, que chaque jour est une nouvelle occasion d'être un peu plus présent, un peu plus attentif, un peu plus aimant.
Pas parfait, jamais parfait, la perfection n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la conscience. L'objectif, c'est l'intention. L'objectif, c'est de choisir chaque jour de traiter les personnes qui comptent pour nous avec la considération qu'elles méritent. Pas parce que nous y sommes obligés, mais parce que nous avons vraiment compris à quel point elles sont précieuses. Je voudrais terminer avec une image qui me touche beaucoup. Imagine un feu de cheminée. Un feu qui brûle doucement, qui réchauffe la pièce, qui crée une atmosphère de chaleur et de sécurité. Ce feu ne s'entretient pas tout seul, il a besoin qu'on y ajoute du bois régulièrement. Pas une quantité énorme à la fois, mais régulièrement, avec attention. Si tu arrêtes d'y ajouter du bois, le feu ne s'éteint pas immédiatement. Il continue de brûler pendant un moment, mais progressivement il faiblit. Les braises restent chaudes encore un peu, et puis le froid revient. Nos relations sont comme ce feu. Elles ont besoin d'être alimentées régulièrement, pas de manière spectaculaire ou dramatique, mais avec régularité et attention, un geste, une parole, un regard, un moment de vraie présence. Et quand tu prends soin de ce feu, quand tu y ajoutes ce bois régulièrement, il ne se contente pas de survivre, il grandit. Il devient plus beau, plus chaud, plus lumineux, il devient quelque chose qui réchauffe non seulement toi, mais tous ceux qui s'approchent de lui. Voilà ce que je te souhaite, des relations qui brûlent de cette façon. Des relations où tu n'es pas pris pour acquis et où tu ne prends personne pour acquis. Des relations où la curiosité reste vivante, où la gratitude est exprimée, où la présence est réelle, où la réciprocité est naturelle. Ce chemin commence par une décision simple mais puissante, celle de regarder tes relations avec des yeux nouveaux, de les voir non pas comme des acquis mais comme des cadeaux. Des cadeaux fragiles, précieux, qui méritent d'être traités avec soin. Récapitulons ensemble les points essentiels que nous avons explorés aujourd'hui. Nous avons parlé de l'arrêt de la curiosité, cette tendance à cesser de s'interroger sur l'autre parce qu'on croit déjà tout savoir. Nous avons parlé de l'ingratitude silencieuse, cette façon de ne plus exprimer notre reconnaissance pour ce que l'autre fait pour nous. Nous avons parlé de la présomption émotionnelle qui consiste à croire qu'on sait ce que l'autre ressent sans lui demander. Nous avons parlé de la disponibilité conditionnelle qui crée une incertitude chez l'autre et l'empêche de se sentir en sécurité. Nous avons parlé de l'illusion de l'irremplacement, cette croyance inconsciente que l'autre ne peut pas partir. Nous avons parlé de la comparaison dévaluante qui nous fait perdre de vue la valeur unique de ce que nous avons. Nous avons parlé de la symétrie de l'attention et du besoin vital de réciprocité. Et nous avons parlé de la minimisation émotionnelle qui laisse l'autre seul dans sa douleur. Toutes ces erreurs révèlent quelque chose sur nous. Elles révèlent nos peurs, nos schémas, nos habitudes non examinées. Et elles nous invitent à un chemin de croissance, un chemin qui passe par plus de conscience, plus de présence, plus d'attention aux autres et à nous-mêmes. Ce chemin n'est pas toujours facile. Il demande de la patience envers soi-même. Il demande d'accepter qu'on ne soit pas parfait, qu'on fasse des erreurs, qu'on ait des jours où on est moins présent, moins attentif. Mais il demande aussi de ne pas utiliser cette imperfection comme une excuse pour ne pas essayer, pour ne pas s'améliorer, pour ne pas grandir. Parce que la croissance est toujours possible, à tout âge, à toute étape de la vie. Aussi longtemps que nous sommes en vie, nous avons la capacité d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes, de changer quelque chose dans notre façon d'être, d'offrir quelque chose de plus beau à ceux qui nous entourent. Et c'est peut-être la chose la plus importante que je voulais te dire aujourd'hui. Pas les concepts psychologiques, pas les erreurs à éviter, mais cette conviction profonde que tu peux être différent, que tu peux aimer mieux, que tu peux être plus présent, que tu peux créer des relations plus riches, plus vivantes, plus vraies. Pas demain, pas quand tu auras tout compris et tout résolu, mais aujourd'hui, maintenant, avec un geste simple, une parole sincère, un moment de vraie attention à quelqu'un qui compte pour toi. C'est tout ce qu'il faut pour commencer. Un geste, un mot, un regard. Et si tu prends ce geste aujourd'hui, si tu appelles quelqu'un que tu as négligé, si tu remercies quelqu'un pour quelque chose qu'il fait régulièrement sans que tu le remarques, si tu poses une vraie question à quelqu'un que tu croyais connaître parfaitement, alors cet épisode aura servi à quelque chose de concret dans ta vie. Et c'est tout ce que je souhaite. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci d'avoir pris cette heure pour toi, pour réfléchir, pour t'interroger, pour grandir. C'est un acte de courage et de bienveillance envers toi-même et envers ceux que tu aimes. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite sincèrement à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être quelqu'un qui traverse une période difficile dans une relation, peut-être quelqu'un qui se sent pris pour acquis, peut-être quelqu'un qui cherche, comme toi, à comprendre et à aimer mieux. Prends soin de toi.
Prends soin de ceux qui comptent pour toi et souviens-toi que chaque relation que tu as, c'est un feu qui mérite d'être entretenu avec amour et attention. On se retrouve dans le prochain épisode.